Bonjour, oui, vous avez tout à fait raison. La sécurité est l'alpha et l'oméga de toute vie en société. Pas de développement économique, pas de vie sereine dans l'insécurité. Alors les résultats en la matière depuis 8 ans, je crois que les gens ont la mémoire courte, ils se rappellent pas vraiment de ce qu'était Cogolin il y a plus de 8 ans. Ça va mieux dans un contexte national qui est compliqué, où je vous rappelle que, n'en déplaise, la réalité de l'insécurité, elle est liée à la délinquance de clandestins qui viennent ici en toute impunité semer le trouble. Dans ces circonstances, encore une fois, sans dogmatisme et euh, dans une ambiance générale nationale totalement déplorable, nous faisons de notre mieux sans dogmatisme. C'est la raison pour laquelle nous avons arrêté la police municipale une partie de la nuit, à plus de minuit bien sûr, pour concentrer nos forces de police d'une façon plus efficace quand les concitoyens en ont le plus besoin, à savoir en fin de journée. Je préfère avoir une présence. Cogolin, c'est un très grand territoire avec de tout petits moyens. Donc je préfère consacrer mes forces de police en fin de journée entre chiens et loups plutôt qu'au milieu de la nuit où les gens dorment. Et de toute façon, la présence policière ne donnait pas des résultats particulièrement probants. Et je vais rassurer tout le monde. D'abord, j'ai vu ça et là des gens expliquer qu'il y avait des cambriolages la nuit. Il y en a toujours eu, c'est pas la présence policière qui les a arrêtés. La présence policière, elle arrête en centre-ville la délinquance, la violence, mais elle ne peut rarement anticiper ce genre de fait. Donc, le plus efficace est pour le moment celui-ci. Si d'aventure il devait être prouvé que la délinquance venait à pulluler pendant la nuit, évidemment, nous changerions les choses. Mon équipe et moi-même sont clairs dans tous les domaines. Si les décisions que nous prenons sont mauvaises, on les change. Alors chacun dira que c'est du revirement, que c'est de la girouette. Non, c'est juste qu'en fait, on ne va pas se battre quand on se trompe. Ça arrive à tout le monde. Alors excusez-moi, je fais énormément de choses. Et dans les choses que je fais, parfois je me trompe. J'espère que mes concitoyens seront indulgents. Et en revanche, je change les choses si elles ne fonctionnent pas. Donc oui, pour le moment, c'est notre direction. Et si on doit en changer, ben on changera. Alors, le traitement des clandestins. Les étrangers en situation irrégulière, les ESI, on peut les appeler comme on veut, sont des gens qui posent la plus grande difficulté à traiter par tous les services. Alors, il y a peut-être une solution qui serait de monter un centre de rétention administratif. Je ne vous cacherai pas que je travaille en ce sens. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec notre ministre de l'Intérieur et convenir de principe que si je trouvais un terrain pour monter un centre de rétention administratif, il me suivrait et que les financements seraient au rendez-vous. Alors, j'ai entendu et j'entends des gens avoir des réserves sur ce sujet. Et d'abord, on est très loin du compte, que personne ne se panique, parce qu'avant de réussir à mettre ça en place, il va se passer un petit moment. Je crois, je pense, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser, parce que beaucoup de maires essayent d'obtenir la même chose. Je crois qu'il ne faut surtout pas confondre une prison, l'ouverture d'une prison, et celle d'un centre de rétention administratif. Un centre de rétention administratif, c'est tout petit. Ça fait de l'ordre de 40, 50 chambres, entre guillemets. Et en fait, c'est un endroit où les personnes qui ont été interpellées et qui doivent faire l'objet d'une OQTF sont menées de façon à être traitées judiciairement pour être envoyées dans leur pays d'origine. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais aujourd'hui il faut savoir que les clandestins qui sont dans le golfe de Saint-Tropez doivent être menés à Aix-en-Provence ou à Marseille. Ça a pour conséquence qu'en gros, le système judiciaire finit par procrastiner ou par ne pas envoyer ces ESI dans ces centres de rétention administrative parce qu'ils sont trop loin. Si nous avons la chance, alors évidemment, ça ne sera pas dans Cogolin, ça sera dans une périphérie, loin dans Cogolin, et que personne ne verra. Bien évidemment, c'est un sujet que je regarde pour trouver un terrain loin des yeux, loin de tout contact avec ma population, pour avoir ce centre de rétention administrative qui, selon moi,
devrait être effrayant et un repoussoir pour les passeurs qui sauront que s'ils viennent à Cogolin, ils seront interpellés et traités immédiatement. C'est pour faciliter l'action de la justice et de la gendarmerie que ces centres de rétention administrative ont une raison d'être. Si d'aventure il m'était prouvé que la création d'un centre de rétention administrative serait une forme de trouble à l'ordre public pour ma population, et c'est la raison pour laquelle je travaille sur ce dossier aujourd'hui, évidemment j'y renoncerai. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une solution qui semble faire l'unanimité. J'en ai parlé à d'autres personnes, comme le maire de Béziers par exemple, qui appelle de ses voeux également d'avoir ça dans sa ville. Donc je crois que c'est un plus en termes de sécurité, parce que cela fera fuir ces ESI qui sauront que s'ils viennent à Cogolin, ils seraient immédiatement arrêtés, mis en détention et, je l'espère, expulsés. Évidemment, l'aménagement du territoire, l'urbanisme d'une façon générale, est une préoccupation majeure. Nous avons, par le biais de Petites Villes de demain, eu un premier audit. Alors ça va du sens de circulation, des aménagements, beaucoup de sujets que vous verrez, le traitement des parkings qui est majeur. Et tous ces sujets, maintenant, vont être mis en place à partir de 2023. Alors, évidemment, il y a des réalités économiques qui font qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut au moment où on veut. L'alpha et l'oméga de toutes les possibilités pour Cogolin est de mener à bien le projet dit du Yotel, puisque la vente du Yotel pour plus d'entre 15 et 20 millions d'euros, enfin bref, serait de nature à d'une part rembourser la dette, avoir une capacité d'emprunt et d'apport. C'est-à-dire que tous les projets que nous menons sont globalement subventionnés, mais ils sont subventionnés à un pourcentage qui fait que la ville doit apporter entre 20, 40, 50% des projets. Et aujourd'hui, nous n'avons ni la capacité de financement, ni la capacité d'emprunt pour mener à bien ces projets. Nous travaillons avec beaucoup de sociétés d'aménagement dont c'est la fonction. On a travaillé avec ID83, on travaille avec la SAGEM, on travaille avec énormément de sociétés très performantes qui vont mettre en œuvre dès à présent, dès 2023, les projets les uns après les autres. Alors je vais vous citer Plein Soleil, c'est en œuvre. Carrefour de la Poste, c'est en œuvre. Les études sur les parkings, donc les parkings, ça va commencer, c'est compliqué, mais ça va commencer. Donc tous ces sujets-là vont être traités pendant ce mandat. Alors, vous disiez à juste titre, le rond-point de la Poste. Le rond-point de la Poste est en route, en cours. Il y a des expropriations à mener pour pouvoir créer ce rond-point. Elles sont en cours, les procédures sont en cours. Le but du jeu est d'obtenir un rond-point ici et un double sens pour aller en direction du centre Leclerc. Alors, en 2023, nous allons essayer de commencer certains chantiers, vous dire qu'ils seront livrés en 2023, j'en sais rien. Le plateau de Plein Soleil sera mis en œuvre. La rénovation de l'hôtel du Golfe sera mis en œuvre. Et le début de la piste cyclable qui doit relier Font-Maurier et demain, après-demain, la Fuchs, sera commencé cette année. L'animation, vous avez raison, fait partie des 3 points qu'une municipalité, selon moi, domine et fait la différence. Vous avez stratégiquement, pour moi, la sécurité, bien évidemment. Le deuxième point, la beauté, l'embellissement, la propreté qui doit être gérée convenablement. Et le troisième, c'est l'animation. L'animation, post-Covid et en pleine crise énergétique, c'est compliqué à gérer. Donc nous devons maintenir une ville animée, mais nous devons nous adapter aux circonstances, qu'elles soient économiques, qu'elles soient environnementales et tout. Alors vous voyez par exemple à Noël, Noël, il faut regarder ça avec des yeux d'enfant, il ne faut pas regarder ça avec des yeux d'adulte, parce que moi j'arrive parfois sur des trucs, puis ça ne me plaît pas forcément, et je vois les enfants qui sont émerveillés. Et je pense que cette animation, elle doit être diverse, elle doit être faite en deux directions. D'abord, pour la population
pour toutes les tranches de la population, mais également avec certains objectifs. C'est-à-dire que, sans polémiquer, le rôle des pouvoirs publics, le rôle des dirigeants politiques, c'est aussi d'essayer de donner un cap et d'élever un petit peu la culture, de porter des projets. Et nous avons le projet Microfolie qui va venir au château dès cette année et qui, j'espère, remplira une mission culturelle et sera suivi avec intérêt par les Cogolinois. Les violences intrafamiliales font vraiment partie de mes obsessions et j'aimerais avoir contribué à apporter des solutions à ces drames humains. C'est la raison pour laquelle nous avons acheté l'Hôtel du Golfe. Sa rénovation et son financement est un vrai sujet de conversation. Alors, sachez qu'avec les équipes des services techniques, nous allons rénover en très grande partie en régie, c'est-à-dire que ce sont les employés communaux, ce sont les employés des services techniques qui vont physiquement réaliser cette rénovation. On va faire un peu une opération, non pas de marchand de biens, mais de réhabilitation pour le service public. Cet hôtel sera divisé en plusieurs parties. Nous allons louer d'une façon commerciale le rez-de-chaussée. Les étages supérieurs seront des loyers modérés, essentiellement en direction des employés des services publics, à savoir les fonctionnaires, les militaires, etc., etc. Et le dernier étage sera consacré à l'hébergement d'urgence, en clair, pour femmes violentées, pour personnes violentées. Je souhaite demain, après-demain, que les policiers municipaux, les gendarmes, lorsqu'ils sont confrontés à des réalités de violence, puissent proposer immédiatement d'extraire les personnes victimes de violences d'une façon évidemment temporaire. Mais pour moi, il est inimaginable aujourd'hui de me dire que je vais laisser des gens dans ma ville, dans notre ville, dans la violence, sans pouvoir réagir et sans apporter une solution. Je trouve qu'on s'occupe de tout et de rien dans ce pays. On légifère dans tout, on s'occupe de tout. On calibre les bananes, on calibre les pommes de terre, on pourrit l'existence de tout le monde et on n'est même pas foutu aujourd'hui de dire à une femme, madame, vous sortez de chez vous et vous allez dans un endroit où vous êtes en sécurité physique. On marche sur la tête. Alors, vous me posez la question sur le refuge animalier. Alors, vous voyez, c'est pas en direct, mais c'est quand même vrai. Vous voyez, ça, c'est le dernier. Alors, je suis en train d'appeler l'association Solidarité Animaux, que j'essaye de joindre à Paris. Oui, nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour monter à bien ce projet. Nous avons acheté le foncier, la maison existe. Alors pourquoi avons-nous acheté un foncier plus une maison? C'est parce que sinon on n'aurait pas eu le droit de construire. Donc quand on monte un refuge animalier, il faut évidemment du terrain. Là on a plus d'1 hectare, mais il faut également du dur pour pouvoir accueillir les animaux et aussi loger le personnel qui sera dedans. Donc nous sommes toujours à la recherche, à bon entendeur, d'une fondation, d'une association qui viendrait gérer pour nous ce refuge animalier qui sera cogolinois à défaut d'être intercommunal, puisque c'est un projet qui n'est porté aujourd'hui que par la ville de Cogolin. La ville porte le foncier, donc c'est un effort considérable en cette direction. Je me ferai fort de trouver des mécènes pour faire les travaux le jour où le projet sera porté, mais en revanche, la gestion de cet endroit ne peut évidemment pas être entre les mains de Cogolin qui n'en a pas les moyens ni la structure. Donc, appel à toutes les bonnes volontés. J'essaye de trouver entre la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, 30 millions d'amis et d'autres, mais il nous faut quelque chose de considérablement puissant de façon à prendre en compte et à pouvoir gérer cet endroit que j'aimerais réussir à mettre en place avant la fin du mandat. Effectivement, mon équipe municipale et moi-même avons pris la décision d'augmenter tous les bas salaires.
Alors, je voudrais m'expliquer véritablement sur ce sujet. Alors, effectivement, j'ai demandé à ce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent pour la municipalité de Cogolin gagnent tous au minimum 1 500 € net. Alors, il n'aura échappé à personne que je ne suis pas vraiment de gauche, mais pour autant, on peut être de droite et comprendre des réalités de territoire. Nous sommes dans le golfe de Saint-Tropez, nous ne sommes pas dans le Morvan de mes racines, où on peut vivre dans des conditions très différentes avec beaucoup moins d'argent. Aujourd'hui, on est dans le golfe de Saint-Tropez et je considère que un employeur se doit de réunir des conditions optimales de travail. Aujourd'hui, quand vous connaissez le prix des loyers, le prix de tout dans le golfe de Saint-Tropez, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un célibataire peut vivre avec moins de 1 500 €, ça n'est pas possible, ça n'est pas décent. Ce que je dis aujourd'hui à Cogolin, je ne tiendrais pas ce propos si j'étais maire de Château-Chinon, parce que effectivement les situations sont différentes. Donc que personne ne tire des conclusions du genre le maire il est pour le SMIC à 1 500 €, non pas du tout. Je suis pour m'adapter aux circonstances. Et ce que j'ai dit à tous mes fonctionnaires, c'est qu'à Cogolin, nous avons beaucoup moins de fonctionnaires par rapport au nombre d'habitants. C'est-à-dire que les fonctionnaires de Cogolin sont particulièrement efficaces et efficients. C'est-à-dire que je ne ferai pas de comparatif pour ne pas prendre des coups de fusil de la part de mes collègues et voisins et amis, mais si vous prenez la population par rapport au nombre de fonctionnaires dans d'autres villes, là, effectivement, ce n'est pas la même. Donc, moins de salariés, mais mieux de salariés. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que nous remplacions de moins en moins de postes, etc. Si vous me posiez une question sur les retraites, je tiendrai des propos qui ne plairaient pas du tout. Mais donc là, en l'occurrence, je pense que oui, il faut payer les gens décemment, que si vous me trouvez quelque chose à moins de... Aujourd'hui, vous vous rendez compte que pour louer quelque chose, on doit gagner 3 fois le salaire. C'est-à-dire que quand vous gagnez 1 500 €, vous avez le droit de louer quelque chose à 500 €. Donc, même pas un studio. Non, tout ça n'est pas normal et ça n'est pas être... Je ne vais pas vous faire Giscard et la gauche n'a pas le monopole du cœur, mais en fait, oui, c'est qu'on peut être de droite, on peut faire des considérations et se dire que bien évidemment, les gens ici à Cogolin dans le Golfe, moins de 1 500 €, c'est pas possible. Donc c'est comme ça, mais pour autant, d'autres économies sont réalisées. La transition écologique, voilà un sujet effectivement qui me passionne parce que je considère que tous ceux qui ont prétendu défendre l'écologie d'une façon générale l'ont nui. Au même titre que la gauche n'a pas le monopole du cœur, elle n'a pas le monopole de l'écologie et de l'amour de la terre. De ce fait, les gens, moi le premier, je pense, ont eu très peu de conscience écologique. Parce que finalement, c'est un truc de gaucho. Alors il y a une double conséquence. Une conséquence dramatique sur les directions politiques de la France en termes de nucléaire. Ça fait, alors excusez-moi de donner l'impression d'être toujours celui qui sait mieux que tout le monde et qui la ramène, je peux vous assurer que ça fait depuis toujours, depuis 20 ans, j'ai eu des conversations avec un nombre de personnes sur le nucléaire et évidemment, la solution est le nucléaire en toutes circonstances. Et tout ce qu'on nous vend par ailleurs est de la poudre aux yeux. La seule chose qui fonctionne, c'est la combinaison entre le nucléaire et l'hydrogène. Alors pourquoi le nucléaire et l'hydrogène? Parce que le nucléaire, c'est la production d'électricité. Et l'hydrogène, c'est une façon de stocker l'électricité. Il faut simplifier les choses dans l'esprit des gens. Si vous voulez faire fonctionner des voitures dites électriques, aujourd'hui, vous stockez l'électricité et donc l'énergie, et donc vous remplacez les hydrocarbures par des batteries. Alors ces batteries, elles polluent et elles sont maîtrisées par la Chine en termes de technologie et de production. C'est-à-dire que après s'être mis entre les mains de l'OPEP, on se met entre les mains de la Chine. Très bien, génial. La combinaison
nucléaire hydrogène, donc vous créez de l'électricité, donc si, pas besoin d'avoir fait Polytechnique, si vous créez de l'électricité, si vous ne la consommez pas en temps réel, c'est-à-dire que si elle n'est pas consommée pendant que vous la produisez, il faut la stocker. Donc plutôt que de la stocker sous forme de batterie, donc stockant l'électricité, vous créez de l'hydrogène, le dit hydrogène, qui est la rencontre de l'eau et de l'électricité pour faire courte. Vous créez un gaz, ce gaz vous le stockez et vous le redistribuez. Donc ça veut dire qu'il y a de la perdition. Il y a de la perdition d'énergie quand vous le créez, quand vous le redistribuez. Étant donné que vous avez créé de l'électricité nucléaire et que normalement on devrait dégueuler d'électricité en France, tout ce qui a été mis en place par De Gaulle, par Giscard, par tous ces gens-là, Giscard, je sais que c'est pas ma tasse de thé, mais il y avait une stratégie merveilleuse qui a été massacrée pour mettre en place le développement de l'hydrogène et du transport hydrogène. Il faut commencer par des secteurs d'activité qui vont pouvoir avancer avec un maillage territorial intelligent de l'hydrogène. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, quand vous aviez une voiture électrique, il fallait prévoir une grande rallonge, parce qu'en gros, vous pouviez faire le plein, entre guillemets, nulle part. Maintenant, il y a plus de bornes, donc ça permet aux gens, aujourd'hui, de payer plus cher leur plein de voitures électriques que leur plein de voitures essence ou diesel, soit dit en passant. Maintenant, effectivement, c'est plus vertueux. Je travaille à l'implantation de l'hydrogène sur le territoire, beaucoup pour le nautisme. Si vous réussissez à créer des bateaux qui fonctionnent à l'hydrogène, eh bien évidemment, vous pouvez aller à Porquerolles, à Porquerolles, sans vous dire que vous pouvez avoir une fuite de diesel, une fuite d'huile, de machin, et que de toute façon, vous émettez de la pollution. Donc, dans le nautisme, c'est oui. Dans le transport en commun, c'est oui. Dans la logistique, c'est oui. Et ça sera oui de plus en plus. Le temps que l'État efface les stigmates du délire dans lequel on s'est plongé depuis 40 ans et qu'on remette le nucléaire à l'ordre du jour. Et bon, là j'ai vu qu'il y a déjà 7 centrales avant 2035 qui sont prévues. Ben voilà, je souhaite m'occuper de la transition énergétique parce que voilà, je pense qu'il faut arrêter le dogme, il faut essayer de faire avancer les choses intelligemment. Oui, moi j'ai envie de défendre avant toute chose l'esthétisme du golf. Et moi j'ai des gens qui arrivent qui me disent qu'ils vont mettre des champs de panneaux photovoltaïques à Cogolin. Non. Alors, pourquoi pas des serres, dans un usage agricole, machin, mais encore une fois, il faut arrêter de passer du blanc au noir, de dire maintenant il faut faire ci. Oui, des panneaux photovoltaïques au-dessus du centre Leclerc, dans une zone industrielle, pourquoi pas, mais pas dans la vieille ville, pour massacrer un village magnifique qui est le nôtre. Donc, voilà, essayer de mettre un tout petit peu de tempérance sur les idées arrêtées, conçues, préconçues de certains pleins de dogmes. En fait, ce qui peut-être est un sujet global de déception pour moi, c'est que je crois sincèrement aujourd'hui pouvoir vous dessiner toute la ville telle qu'elle devrait être. Sauf que nous n'en avons pas les moyens et que nous n'avons pas les subventions et les aides nécessaires. Alors, je vais essayer d'éviter de faire de la politique et de la polémique, mais aujourd'hui, je suis maire de Cogolin. Je ne suis pas conseiller départemental. Et si je ne suis pas conseiller départemental, c'est parce que les Cogolinois ne se sont pas mobilisés pour cette élection, contrairement aux Cavalerois qui ont du coup élu Philippe Léonelli, le maire de Cavalère. Et il faut que les gens comprennent que défendre son territoire, c'est donner du pouvoir à celui qui représente votre territoire. Et au-delà de considérations politiques, au-delà même d'affinités politiques, si vous voulez renforcer votre ville, il faut renforcer vos élus. Donc évidemment, avoir des élus qui soient forts, que ce soit au Parlement, que ce soit au conseil départemental ou au conseil régional, change le devenir d'une ville. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un petit sujet d'amertume me concernant, je ne vous cacherai pas. Et j'aurais aimé avoir cette possibilité au conseil départemental d'aller chercher les subventions dont cette ville a besoin. Voilà, parce que budgétairement, ce ne sont pas nos voisins qui ont besoin d'aide,
c'est Cogolin qui est la ville centrale du Golfe et qui compile les plus grandes difficultés. Alors oui, mon équipe et moi-même avons redressé la barre depuis 2014. Parce que je vous rappelle, n'en déplaise, que moi quand je suis arrivé en 2014, on parlait de la poubelle du Golfe ou des quartiers nord de Saint-Tropez. Tout ce que l'on voit aujourd'hui dans cette ville n'existait pas. Alors je ne veux pas faire le mégalo, voilà, mais quand même, on a obtenu des résultats sans un rond, juste avec de la force, du travail, de l'intelligence, me semble-t-il, de la réflexion. Et aujourd'hui, bah, ce qui fait cruellement défaut, c'est de l'argent et des subventions. J'ai de la chance d'obtenir malgré tout de la région de l'argent, d'entretenir des relations pacifiées et constructives avec nombre d'élus. Je pense à Renaud Muselier, je pense à François de Canson, je pense au nouveau président du département qui, je pense, ont pris en considération la spécificité de cette ville. Mais oui, c'est une déception de ne pas pouvoir la défendre mieux. Et là, c'est moi qui vais prendre la parole. Alors, je ne sais pas si ça sera diffusé ou pas, on verra bien. Parce que là, je vais parler de politique. Et vous voyez, lors des dernières élections en date, qui sont les élections législatives, il se trouve que j'étais suppléant d'un candidat qui s'appelle Éric Zemmour. Je me désespère que mes concitoyens n'aient pas compris l'intérêt énorme d'avoir quelqu'un comme Éric Zemmour comme député ici, parce qu'il aurait été un porte-parole d'une efficacité sans nom. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont en train de me dire, mais quid de Gassin, de l'hôpital de Gassin, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Est-ce que vous imaginez que si Éric Zemmour avait été député de la 4e circonscription, avec son verbe, avec sa force médiatique, est-ce que vous imaginez le retentissement que tout ça aurait eu? Est-ce que vous imaginez chaque difficulté rencontrée sur notre territoire, le porte-parole que nous aurions eu? Je n'ai rien contre Philippe Lotio, c'est un de mes amis. Et on peut avoir des amis sans partager toutes les convictions politiques. Mais est-ce que vous imaginez la différence entre moi, n'importe qui, un obscur, un sans grade, et Éric Zemmour qui aurait pu être un porte-parole dingue? Parce que à la première difficulté venue, vous savez, ça marche comme ça dans la vie comme dans la politique. Quand vous avez quelqu'un qui se met à hurler, pour le faire taire, on cède. Et donc, évidemment, qu'on aurait obtenu 100 fois plus avec Éric Zemmour, ne serait-ce que pour qu'il se taise, ce qu'il n'aurait pas obtenu, sauf à lui donner raison et à lui donner gain de cause sur plein de sujets. Donc, je me désespère que finalement, nos concitoyens n'aient pas forcément tous les éléments de compréhension du système politique. Et ça, c'est voulu. Pourquoi la presse, pourquoi les journaux, pourquoi en gros tout le système fait que on maintient les gens dans l'ignorance, parce que plus les gens sont ignorants du fonctionnement, plus ils sont manipulables. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, les gens pensent que le maire est quasiment responsable de tout. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parfois, on arrive sur des dossiers, je dis, ah oui, c'est que là, c'est la communauté de communes, là, c'est le département. Ah, moi, je suis là, dans un petit coin à droite, et tout le monde me tient responsable de ces choses-là. Sauf que pour être tenu responsable, il faut avoir les mains, il faut avoir le pouvoir. Et j'espère que de plus en plus de gens vont s'intéresser à la politique plutôt que d'abandonner en disant tous pourris, tous des salauds, tous des machins. Ça ne fait pas avancer. C'est comme le c'était mieux avant, tout ça, ça ne fait pas avancer. Il faut regarder l'avenir et essayer de le construire. Et politiquement, s'intéresser à la politique, s'investir en politique, c'est important.